Invité du week-end, bienvenue sur ce plateau. Nous l'avons déplacé justement pour une circonstance parce que nous devons recevoir une personne qui vient d'ailleurs, mais il s'est présenté en RDC pour un but bien spécifique. Alors aujourd'hui, nous allons parler encore une fois de plus du bambou, comme ça a été la fois dernière avec M. Francky Iraghi. Vous avez eu à découvrir beaucoup sur cette question. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau M. René Cam. Il est directeur de la zone Afrique centrale pour les comptes justement de l'Organisation mondiale du bambou. Avec lui, nous allons essayer un peu de comprendre c'est quoi la mission de sa visite ici en RDC et aussi c'est quoi l'importance du bambou et surtout les enjeux au niveau national, au niveau africain, mais aussi au niveau international. Monsieur René, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, vous-même? Je vais aussi très bien. Je voudrais que vous puissiez justement vous présenter vous-même à nos téléspectateurs et aussi nous dire un mot sur votre organisation. Très bien. Déjà, merci de m'avoir. Et aussi, avant de me présenter, j'aimerais adresser toute mon appréciation au gouvernement de la République démocratique du Congo d'avoir bien voulu m'inviter pour ce séjour de travail. Donc, je suis René Cam et je représente l'Organisation internationale pour le bambou et le rotin en qualité de directeur régional pour l'Afrique centrale. Ah, super. Alors, parlons un peu de votre mission RDC. Ça fait déjà plus de 4 jours que vous êtes à Kinshasa. Quel est l'objectif de cette visite? Oui, donc avant de me plonger dans la visite, l'objectif de ma visite ici, permettez-moi d'abord de vous présenter l'organisation, parce que j'imagine que beaucoup de vos fans ne connaissent peut-être pas l'organisation. Donc, l'Organisation internationale pour le bambou et le rotin est similaire aux Nations unies du bambou. Donc, nous sommes une organisation intergouvernementale qui a été créée en 1997 avec le siège en Chine. Aujourd'hui, dans le monde, nous comptons 48 pays membres. Dans les 48 pays membres, nous avons 20 en Afrique. Donc, vous comprenez que le continent africain, le continent qui est la moitié de nos pays membres. Et comment est-ce que nous travaillons avec ces pays membres? Nous travaillons au travers des bureaux régionaux. Donc, on a le siège qui est en Chine, mais en plus du siège, on a 5 bureaux régionaux. On a un en Équateur pour l'Amérique latine, on a un en Inde pour l'Asie et on a 3 en Afrique. On a un pour l'Afrique de l'Ouest qui est au Ghana, un pour l'Afrique de l'Est qui est en Éthiopie et un pour l'Afrique centrale qui est à Yaoundé, dont j'ai l'honneur d'être le directeur. Et c'est quoi notre mission? Notre mission, c'est d'accompagner nos pays membres dans le développement durable, respectueux de l'environnement, création de richesses avec le bambou et le rotin. Donc voilà donc notre mission. Et pour moi, qui suis donc directeur pour l'Afrique centrale, vous convenez avec moi que la RDC fait 68% des forêts du bassin du Congo. Je ne saurais dire que ma mission a réussi si la RDC ne devient pas pays membre de l'organisation. Et c'est là donc le but de ma visite. C'est la 3e fois que je viens en RDC consécutivement chaque année. J'ai été là en 2019, j'ai été là en 2020, je suis là en 2021. Même la Covid ne me décourage pas parce que pour moi, la RDC, c'est une priorité. On ne saurait dire qu'on travaille sur le bambou dans les bassins du forêt du Congo si la RDC n'est pas membre. C'est pas possible. Donc, cette fois-ci, avec le ministère de l'Agriculture, avec le soutien de la FAO, nous avons travaillé sur une politique nationale pour le bambou en RDC. Donc la politique avait été validée le 23 août 2019 et il fallait un endossement par le gouvernement. Donc le gouvernement a donc convié tous les ministères sectoriels parties prenantes, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Environnement, le ministère des Arts et Métiers, le ministère du Développement rural, la partie civile, la société civile, pardon, et nous, les organismes internationaux, partenaires techniques et partenaires financiers. Et c'est donc dans ce cadre que j'ai été invité par le ministère de l'Agriculture à bien vouloir prendre part à cet atelier d'endossement. Ce voulant, j'ai aussi profité de ma présence ici pour avoir des audiences avec des hautes autorités, notamment la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, qui m'a accordé une audience hier pour écouter justement les avantages que le bambou pourrait apporter à la RDC, surtout dans sa nouvelle politique d'ajouter de la valeur à la ressource naturelle au lieu de l'exporter sous sa forme de grumes et non transformée comme à l'époque. Donc on a eu une très bonne discussion avec la vice-première ministre
Et je pense qu'elle est acquise, elle a compris les enjeux, elle a compris que c'est un outil que le gouvernement pourra utiliser. On a aussi eu une audience avec le ministre de l'Agriculture, dont je saisis cette plateforme pour remercier, parce qu'il s'est impliqué personnellement pour que je puisse être là. Et aussi avec le représentant de l'Organisation nationale pour l'alimentation, la FAO. Donc à tous ces gens, je remercie et je pense que jusqu'ici, ma mission en RDC se passe plutôt bien. Super. Donc si je comprends bien, c'était pour un atelier d'endossement que vous êtes à Kinshasa. Et l'atelier a eu lieu déjà? Oui, il a eu lieu le 10 août. Ok. Il est le 10 août et je me suis donné 2 ou 3 jours pour pouvoir avoir ces échanges-là avec les autorités sur le processus d'adhésion comme membre à l'Organisation internationale pour le bambou et le rotin. Parlons-en justement parce que la RDC avait manifesté son vœu ou son intérêt à pouvoir adhérer à cette organisation. Qu'en est-il exactement aujourd'hui? Très bien. Vous savez, la manifestation d'intérêt par un gouvernement, c'est une manifestation qui ne saurait se faire par voix. Elle doit se faire par écrit. Ça doit être écrit et ça doit être par des autorités qui ont la capacité d'engager l'État, peut-être l'État ministériel. Jusqu'ici, en INBA, nous n'avons pas eu cette manifestation officielle. Nous avons eu des manifestations non officielles de la RDC. Et ça, c'est depuis 2014 que nous sommes en discussion avec le gouvernement de la RDC. J'ai pris le temps d'expliquer encore aux autorités en place quel est le processus d'adhésion. Comme nous sommes une organisation intergouvernementale, nous sommes régis par un traité, il faudrait que ce traité soit ratifié. Et la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, a pris le temps de m'expliquer qu'ici la ratification passe par le Parlement. Donc aujourd'hui, je pense que nous sommes en train de nous acheminer vers un intérêt un peu plus officiel et dont nous avons fortement besoin. Les autorités ici à Kinshasa m'ont rappelé l'abondance du bambou dans le pays et que vraiment il est temps de pouvoir capitaliser sur ce potentiel. Super. Je pense qu'à vous entendre parler, le Cameroun est déjà membre de l'INBAR. Oui, le Cameroun, pays frère à la RDC, est membre déjà, membre depuis 2002. Donc le Cameroun va fêter ses 20 ans de membre l'année prochaine. Ça, c'est très bien. Oui, et c'est peut-être pour cela que le Cameroun a donc le siège pour l'Afrique centrale. Je suis camerounais d'origine et pour moi c'est toujours un plaisir d'être en RDC. Et je saisis aussi cette plateforme pour renouveler ma disponibilité, pour travailler avec les autorités ici, pour que nous puissions capitaliser sur le potentiel du bambou pour le développement local en RDC. Super. Alors, les bambous, les avantages, les enjeux, au niveau national, au niveau international, vous pouvez placer un mot d'abord? Oui, très bien. Vous savez, nos gouvernements sont des gouvernements qui sont toujours très bien intentionnés. Ils sont toujours prêts à signer des accords dans le cadre de la protection de l'environnement. Je vais parler peut-être de l'accord de Paris, l'AF100 du Bon Challenge, qui est un accord signé par les pays africains pour le reboisement des forêts. Donc, il y a aussi l'engagement des États africains pour le développement durable sous la boussole des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc, sur le plan international, le bambou est un outil qui permet à ces États africains de pouvoir respecter ces engagements. Dans le cadre du Bon Challenge, qui vise principalement le reboisement des forêts dégradées et des sols dégradés, le bambou est un outil qu'on peut utiliser pour le reboisement des forêts. Il est une meilleure essence parce qu'il a une croissance rapide. Après 6 ans, il atteint sa maturité. Si nous choisissons de reboiser avec une espèce ligneuse, il faut attendre 10 ans pour les espèces à croissance rapide et souvent 150 ans pour les espèces tropicales. Alors que le bambou, en 6 ans, nous avons atteint l'objectif de reboisement. En termes d'objectifs de développement durable, le bambou joue un rôle direct sur l'objectif numéro 1, lutte contre la pauvreté. Objectif numéro 7, énergie renouvelable. Objectif numéro 11, construction durable. Objectif numéro 12, utilisation rationnelle de la ressource. Numéro 13,
aspect sur le changement climatique. Numéro 15, vie sur terre. Numéro 17, coopération sud-sud. Wow. Donc le bambou, sur chacun de ces objectifs de développement durable, le bambou joue un rôle direct. En tout cas. Donc si la RDC décide d'utiliser cet outil, ça lui permettrait de pouvoir atteindre ces objectifs. Aujourd'hui, vous l'expert des médias, vous avez suivi qu'aujourd'hui on fait face à des inondations partout, des feux de brousse. Moi, je ne sais même plus dire quand est-ce que c'est la saison pluvieuse, quand est-ce que c'est la saison sèche. Le changement climatique est là. On voit des changements de régime environnemental qu'on n'avait pas vu au passé. C'est là. Il faudrait que nous agissions. Et hier encore, j'ai pris un exemple. J'ai dit, cette très belle ville de Kinshasa, nous faisons 14 millions d'habitants dans cette ville. Voire même plus. Voire même plus. Je ne sais pas quel recensement j'utilise. 14 millions. Imaginons un peu, dans les objectifs de consommation, la quantité de charbon que nous utilisons à Kinshasa par jour. C'est beaucoup. Et si nous devons traduire cette consommation de charbon par le nombre d'arbres qu'il faut couper pour pouvoir produire ce charbon, on verra la pression que nous mettons sur la forêt naturelle. Exactement. Avec le bambou, nous pouvons produire du charbon. Ça veut dire que si nous changeons notre habitude de fabriquer le charbon classique à partir du bois et d'utiliser plutôt le charbon de bambou, on aura réduit de manière significative la pression qu'on met sur les forêts. Donc, c'est ça les arguments. Et sur le plan donc, national, vous savez, le bambou est un outil qu'on peut utiliser pour créer de la richesse sur le plan local. Le premier avantage du bambou, c'est quoi? C'est que sous sa forme de tige, il n'est pas intéressant de le transporter parce qu'il coûte très cher. Ça veut dire qu'il faut ajouter de la valeur. Il faut ajouter de la valeur sur place. Cela crée de l'emploi, des arts et métiers. Cela crée des richesses pour les populations. C'est différent du bois qui peut venir couper et exporter en Europe. Parce qu'il a de la valeur dans sa forme de grume. Exact. Le bambou, lui, il est creux. Vous le portez, il est très volumineux, vous ne pouvez pas faire de l'argent. Il faut ajouter de la valeur sur place. Et cela, c'est un objectif que nous pouvons capter. Donc, en dehors de ça, quand vous donnez une concession forestière à un villageois, pour qu'il puisse profiter de cette concession, en dehors des produits comme le miel ou des fruits, pour pouvoir couper un arbre, il faut une tronçonneuse. Pour sortir cette grume de la forêt, il faut un bulldozer. Ça, ce n'est pas des capitaux que des villageois peuvent avoir. C'est des capitaux assez lourds. Avec le bambou, il faut une machette et une épaule pour sortir ça de la forêt. Donc, c'est une ressource que le villageois peut utiliser de manière Mais est-ce que cette directe. ressource est consommée par le grand public? Ça aussi, c'est le problème, parce que je suis villageois, je ne vais pas me mettre à couper pour ne pas vendre. C'est un très bon commentaire. C'est un très bon commentaire. Quelles sont les habitudes de consommation? Ça, c'est une question qu'on se pose. L'habitude de consommation, elle peut être changée. Mais moi, je fais partie des experts en développement durable qui ne pensent pas qu'il faut interdire. Moi, je ne dis pas non. Il est interdit d'utiliser le charbon. Il est interdit d'utiliser le gaz à effet de serre. Non. Il faut donner une alternative. Exactement. Il ne suffit pas d'interdire, mais il suffit de donner une alternative. Il faut dire à nos populations que on ne va pas vous demander d'arrêter d'utiliser le charbon, mais on vous propose un charbon qui est plus écologique, qui est le charbon de bambou. Okay. On vous propose un cuidant qui est plus écologique, qui est un cuidant de bambou. On vous propose une pulpe à papier qui est plus écologique, qui est une pulpe à papier de bambou. On vous propose un textile plus écologique, qui est un textile à base de fibres de bambou. Et cela, c'est où les politiques doivent jouer leur rôle. Par exemple, si ici à Kinshasa, on dit, OK, la taxe sur le charbon de bois est élevée à 20% et la taxe sur le charbon de bambou est à 0%. Mais automatiquement, le consommateur va s'orienter vers le charbon de bambou puisque le prix sera plus favorable. Exact. Donc, on a un rôle à jouer, nous, dans le sens de pouvoir former les agriculteurs pour qu'ils plantent le bambou et le transforment. Mais les politiques aussi doivent pouvoir entrer pour pouvoir mettre sur pied des mécanismes et des politiques favorables qui permettent à ce que le consommateur lui-même décide de s'orienter vers l'alternative. Exactement. Mais ça aussi, il y a quelque chose à craindre dans le sens où on peut dire, voilà, sur le charbon du bois, on met 20% et sur le charbon des bambous, on met 0%. Mais ça crée un effet inverse, un effet contraire. Les gens, ceux qui produisent les bambous vont augmenter les coûts et les consommateurs vont toujours acheter parce qu'ils n'auront peut-être pas en face d'eux une alternative. Je dis ça pourquoi? Parce que
jusque-là, dans notre pays, il n'y a pas encore une expérience ou une expertise avérée dans la transformation du bambou en charbon. Oui. Et ça pose déjà un problème. Oui, il y a un problème au niveau de l'expertise. Okay. Mais si la RDC rejoint INBAR comme pays membre, parmi les services que nous offrons à nos pays membres, il y a le renforcement de capacité. Et dans ce renforcement de capacité, on va s'asseoir ensemble et que la RDC nous dise quelles sont ses priorités. Nous ne sommes pas le gouvernement, nous ne saurons nous substituer au gouvernement, nous sommes un partenaire du gouvernement. Okay. Donc c'est au gouvernement de définir ses priorités. Et si le gouvernement disait, voilà, monsieur René, oui, nous on veut travailler sur le charbon. Et bon là on fait descendre en RDC toute la technologie, tous les experts pour pouvoir former ceux qui travaillent déjà sur le charbon de bois classique, alors former sur le charbon de bambou. Donc ça c'est possible, on va le faire, mais il n'y aura pas l'effet inverse. Je vais vous dire pourquoi. Parce que un feu de brousse dû au changement climatique, une inondation où on perd plusieurs vies, où les gens perdent leurs moyens de subsistance, est-ce qu'on peut évaluer ça en termes économiques? On peut le faire et c'est très cher. Ouais. Ça sera plus cher que la taxe que le gouvernement va décider d'abandonner sur le charbon de bambou. Donc si le gouvernement décide que si je ne mets plus de taxes sur le charbon de bambou, je vais réduire mes revenus de taxes peut-être de $1 million. $1 million, c'est rien par rapport à perdre 100 000 vies, avoir un village inondé, avoir un forêt de brousse. Pourvu aussi que les gouvernements comprennent cela comme étant un enjeu. Ça, c'est un très bon aspect. Et je pense aujourd'hui que le gouvernement nous a donné des signaux qu'ils ont compris cet enjeu. Parce que nous sommes en période de Covid. Il est extrêmement difficile de voyager. Tous les pays mettent des restrictions, toutes les frontières sont fermées, mais votre gouvernement a pris sur lui de me faire voyager. C'est vous dire la détermination du gouvernement. Ça, c'est un. De deux, le fait que le ministère de l'Environnement de la RDC soit élevé à une vice-primature est un indicateur clé de l'importance que le gouvernement porte à l'environnement. Pourquoi est-ce que ce n'est pas notre ministère qui a été élevé à la vice-primature? Il y a beaucoup de ministères en RDC. Sûr, oui. Pourquoi l'environnement? C'est un indicateur clé que pour le gouvernement, l'environnement est un aspect sur lequel il faut travailler avec beaucoup plus. Donc moi, je pense que les enjeux ont été compris par le gouvernement. Très bien. Alors, vous avez évoqué justement les avantages que peuvent recevoir justement les pays qui adhèrent ou qui deviennent le membre de l'INBAR. Je voudrais quand même, par curiosité, savoir au Cameroun, tout ça a été déjà fait. Oh, oui. Au Cameroun, on transforme déjà les bambous en makala, donc en braise ou en charbon, et on a déjà cette technologie qui permet de transformer par exemple les bambous en cure-dent, en ceci. C'est déjà fait au Cameroun? En partie. En partie, c'est déjà fait. Comme je vous ai dit, le Cameroun a rejoint l'organisation en 2002. Oui. En 2013, le Cameroun et l'organisation et INBAR ont signé un mémorandum d'entente. Ce mémorandum d'entente a été le cadre institutionnel qui a guidé et défini la coopération. En 2016, le Cameroun a organisé un atelier sous-régional. Le thème était le potentiel du bambou pour la séquestration du carbone, la création d'emplois et la lutte contre la pauvreté et la restauration des terres dégradées. En 2018, le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, en personne, a visité le siège de l'organisation en Chine. J'ai eu le privilège de le recevoir à l'organisation où nous avons discuté sur les questions de développement du Cameroun. Et il a donc décidé que le Cameroun devrait abriter le bureau régional pour l'Afrique centrale. Et cette même année, le Cameroun a signé donc avec INBAR un accord de siège pour la création du bureau à Yaoundé. En 2019, au Cameroun, nous avons lancé 2 projets. Le premier projet, c'est le programme interafricain pour le renforcement des moyens de subsistance des petits exploitants de bambou. C'est un programme qui vise le développement de toute la chaîne de valeur du bambou, à partir de la ressource. Quand on dit qu'on a une ressource à bambou, on parle de quoi? Quelle est la quantité? Quelle est la superficie? Quelles sont les espèces? Quelles sont les variétés? On a fait cet inventaire avec le Cameroun. On a compris que nous avons 1,2 million d'hectares de bambou au Cameroun. Mais si nous mettons sur pied une industrie, cette ressource n'est pas suffisante. Il faut la reproduire.
on a formé les agriculteurs dans les différentes techniques de pépiniérie. Comment multiplier le bambou, comment faire pousser le bambou, comment pousser le bambou de manière durable. On a formé des artisans sur la transformation du bambou et nous sommes allés plus loin, monsieur. On a mis sur pied au Cameroun un atelier de centre commun de production et de formation. Donc c'est un atelier complet avec toutes les machines que vous pouvez imaginer où on produit des cuits-dents, on produit des tiges pour les brochettes, on produit de l'ameublement, on produit du plancher de bambou, on produit un peu tout. Parce qu'on s'était rendu compte que le Cameroun importait 5 milliards de francs CFA de cuir-dents par an. Je n'ose même pas imaginer à Kinshasa, ce que ça peut dire. Ouais. Parce que nous sommes un total de 24 millions d'habitants pour tout le pays. Kinshasa fait peut-être 14, seulement Kinshasa. Imaginez la richesse en termes de dollars que la RDC dépense pour importer des cuirs-dents que je vois sur toutes les tables dans les restaurants que j'ai pu déjà fréquenter, sans compter les ménages. Dans chaque ménage aussi, il y en a. Donc au Cameroun, on a fait ça. Le deuxième programme, c'est le programme de restauration des forêts dégradées. Mais attendez d'abord, avant d'aller sur le deuxième programme. Donc si je comprends bien, au Cameroun, on produit localement les cure-dents. Oui. Vendus. C'est déjà fait. Donc on n'importe plus. Non, on importe encore. Okay. On importe encore parce que nous, à Inba, on fait ce qu'on appelle de l'accompagnement prudent. Okay. Il ne faut pas créer des pénuries. La quantité que nous produisons aujourd'hui ne peut pas satisfaire l'ensemble du pays. Il ne faut pas créer la pénurie. Mais par contre, on vise des grands hôpitaux, on vise des grands restaurants, on vise des compagnies aériennes et tout. Et on veut montrer que le modèle marche. Et quand le modèle marche, les privés vont s'intéresser et puis ils pourront produire à quantité qui pourra satisfaire. Il faudrait qu'on comprenne quelque chose. Le gouvernement n'est pas une industrie. Le gouvernement ne saurait produire. Tout ce que le gouvernement fait, c'est de créer un cadre favorable pour que, le privé puisse prendre exactement dans ce que nous essayons de faire avec le gouvernement du Cameroun. Mais est-ce qu'il y a déjà des privés qui sont intéressés à cette île? Il y a beaucoup de privés qui sont intéressés. Je ne peux vous dire au Cameroun combien de demandes d'audience je reçois pour des privés qui veulent s'investir. Et nous sommes allés plus loin. Le Cameroun a mis sur pied une politique de décentralisation. La politique de décentralisation, en résumé, c'est simplement dire la gouvernance du bas vers le haut. Ça veut dire que ce sont les collectivités territoriales décentralisées. Ici, vous appelez ça commune. Que ce sont les communes qui définissent leurs priorités, qui définissent comment est-ce qu'ils veulent se développer. Et puis maintenant, le gouvernement central vient appuyer. Donc nous, on a attaqué ces collectivités-là. Au Cameroun, on en a 362. On travaille avec tous pour le développement dans leur communauté. Donc, ce sont des approches et des mécanismes qu'on met sur pied pour pouvoir servir le pays membre. Et vous pensez que ça, c'est aussi faisable en RDC? Mais bien sûr, nous sommes en train de parler de la même langue. Quand j'arrive ici, il n'y a pas de décalage horaire. Je n'ai pas besoin de m'acclimater. Je me sens... Je fais partie de la société. Personne ne saurait dire que non, toi tu n'es pas d'ici, toi tu n'es pas d'ici. Je ne vois pas de barrière. La barrière ici, c'est la frontière qu'on a tracée à un certain niveau. Sinon, ce qu'on fait au Cameroun, je pense qu'il est réplicable ici en RDC. Quand on me dit que René, oui, demain tu vas en RDC, oui, je n'ai pas besoin de me préparer. Mais si on me dit que demain vous allez au Vietnam, je me dis que oui, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais... Donc il y a cette différence-là. Donc pour moi, il est facile de répliquer ce genre... Et cela à condition que la RDC adhère de manière officielle. Très bien à l'organisation. Super. Alors, deuxième projet que vous avez mis en place au Cameroun? Oui, le deuxième projet qu'on a mis en place au Cameroun, c'est un projet qui est financé par le Fonds Environnement Mondial, le FEM, et que nous mettons en œuvre avec le ministère de l'Environnement et l'Union internationale pour la conservation de la nature, IUCN. C'est un projet qui vise à reboiser les forêts dégradées. Vous savez, le Cameroun, c'est un pays... je dirais pas pauvre, mais c'est un pays qui est en train de se développer. Donc la richesse forestière, c'est un contributeur au PIB de l'État. Donc l'État a donné des concessions aux exploitants et certains de ces exploitants n'ont pas été très respectueux de l'environnement. Donc ce que nous essayons donc de faire, c'est de pouvoir reboiser toutes ces forêts-là. Et nous avons un objectif de 600 000 hectares de forêts reboisées. Et avec ça aussi, on va créer de l'emploi pour les jeunes. Donc vous allez le faire seulement avec les bambous? Oui, on va faire le reboisement seulement avec le bambou. Mais on a eu une approche innovante. On s'est dit, le bambou, c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas très bien. Pour pouvoir faciliter l'acceptation du bambou par les agriculteurs et les autres parties prenantes, il serait important qu'au bambou, on associe autre chose.
et on a associé des produits forestiers non ligneux dont les gens sont déjà au courant. Les arbres fruitiers et tout ça, parce que ça, l'agriculteur connaît. Il sait que, même si le bambou ne produit pas, j'aurai du revenu de cet arbre. Et quand le bambou va produire, ça sera un double revenu. C'est aussi un moyen d'augmenter le niveau de résilience des agriculteurs. Mais déjà, les bambous, quand vous les plantez, ils occupent beaucoup d'espace. Cela aussi n'est pas une menace? Non, il n'est pas une menace. La plus grande menace dont le bambou souffre, ou la plus grande menace du bambou, c'est la perception et l'ignorance. Beaucoup de gens ont une mauvaise perception du bambou. Beaucoup de gens sont ignorants du bambou. Le bambou, quand il est bien géré, on peut en fait faire de l'agroforesterie. Ça veut dire qu'on peut mettre du bambou et de la patate, on peut mettre du bambou et du manioc, on peut mettre du bambou et d'autres. Et ça, vous avez déjà expérimenté au Cameroun? Oui, nous sommes en train de mettre des parcelles d'expérimentation au Cameroun. Parce que justement, je vous ai dit qu'on a une approche prudente. Vous savez, pour un agriculteur, son champ, c'est son compte bancaire. Sa ferme, c'est son compte bancaire. Je ne saurais dire à un agriculteur de faire quelque chose si je ne suis pas à 1000% sûr que son taux de risque est zéro ou que son taux de risque est assez minimum. Donc avant de venir et leur dire que lancez-vous dans l'agroforesterie avec le bambou, on a dit que non, on va prendre l'approche prudente. On va d'abord faire des parcelles d'expérimentation, on va documenter les résultats, on va voir les erreurs qu'on a pu faire et puis maintenant on va communiquer aux agriculteurs les bonnes pratiques. Et ça, vous êtes en cours de cette expérimentation? Oui, on a commencé déjà, ça se passe plutôt bien. Dans les 2 ou 3 années suivantes, on pourra avoir des résultats et on pourra commencer à documenter. Super. Alors, dites-moi un peu, Monsieur René, aujourd'hui, les pays comme la RDC, qui a 60% ou 65% de son territoire couvert par les forêts, est-ce qu'on a réellement besoin du bambou? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Mettons la question dans le contexte. La RDC aujourd'hui fait quelle population? On est autour de 90 millions. Voilà. Et quel est le taux d'enfantilité par femme? Ah, ça, je ne sais pas. Prenons le chiffre de l'Afrique, 6. 6 enfants par femme. Projectons-nous en 2050. La RDC sera quelle population? Ah, il faut faire les calculs. C'est pas mon fort. on aura augmenté au moins de 30% de la population actuelle. Ça veut dire qu'on a 30% plus de pression, plus de besoins en eau. On a 30% plus de besoins en énergie. On a 30% plus de production de déchets qu'il faudra prendre. On a 30% plus de besoins en ressources en tout. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est la forêt. Elle ne va pas grandir de plus de 30%. Au contraire, elle va réduire. Parce que quand les gens auront besoin de manger, ils vont raser la forêt pour faire les champs. Les gens auront besoin d'espace pour s'installer. Il y a des nouvelles villes qui vont se créer. Ils vont raser la forêt pour s'installer. Donc vous vous rendez donc compte que nous sommes appelés à grandir en tant que population, mais les ressources sur lesquelles nous vivons ne vont pas grandir. Au contraire, il y a des menaces. Il y a des ressources même qui ont déjà disparu. Il est donc important que nous puissions maintenant, que le changement climatique est déjà là, que nous puissions donc mettre sur pied des mécanismes qui nous permettent de non seulement satisfaire nos besoins tout en préservant la nature. Et le bambou est cet outil-là qui nous permet, et l'un des outils, il y en a d'autres, qui nous permet donc d'atteindre ce but. Pensez que nous avons 68% du territoire couvert par la forêt et vouloir rester là-dessus, ce serait se tromper. Et je pense que le gouvernement est au courant. Il est important, il est impératif. Et aujourd'hui même, regardez bien, nos habitudes de consommation ont significativement changé. Il y a de cela 20 ans, on n'avait pas le nombre de climatiseurs qu'on a à Kinshasa. Il y a de cela 20 ans, on n'avait pas le nombre de voitures qu'on a à Kinshasa. Est-ce que vous voyez la différence? Les gens s'enrichissent, leurs demandes en consommation grandissent, mais les ressources sur lesquelles nous vivons n'a pas grandi. Au contraire, elle est en train de se décimer petit à petit. Exactement. Donc il est important de trouver des alternatives. Mais est-ce que vous n'avez pas peur qu'après 2050, on n'ait que des forêts de bambou au lieu des forêts d'autres espèces peut-être que je peux dire indigènes? Non, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur parce que l'approche que nous proposons
est une approche intelligente. D'abord, on dit ne plantez pas le bambou sur des sols agricoles. Ok. Ça veut Pourquoi? dire que si ce sol... Pourquoi? Parce que le bambou peut pousser dans des sols très pauvres. Vous pouvez le planter sur des collines, vous pouvez le planter sur de l'argile, vous pouvez le planter sur des sols dégradés. Ok. Les sols agricoles, laissez ça pour l'agriculture. Allez planter le bambou où rien d'autre ne peut pousser. Ok. Dans les déserts alors? Même dans le désert, il faudrait que je fasse des études. Le nord du Cameroun est assez sec. Oui. Nous sommes voisins du Tchad au nord. Il est assez sec. Mais on a déjà pu identifier 2 espèces qui peuvent pousser là-bas sans problème. Et ça se passe bien. Mais ça peut s'intégrer dans les jeux sur les murs, la muraille verte dans les déserts alors? Bien sûr, il y a cette muraille verte là qui doit quitter de la Mauritanie, qui doit traverser toute l'Afrique jusqu'en Érythrée. Oui. Si les pays, malheureusement, la plupart de ces pays ne sont pas des pays membres d'INBA. Mais que faites-vous à ce niveau-là? Mais c'est déjà un bon moment pour mener un lobbying et chercher peut-être à intégrer cette plante parmi tant d'autres. Ouais. C'est un bon commentaire. Je dois dire que pour ma part, je suis responsable de l'Afrique centrale. Ouais. Et la muraille verte passe par l'Afrique centrale qui est le Tchad. Ouais. Et le Tchad est un pays avec qui je suis en bonne discussion. Ils ont déjà fait leur demande d'adhésion. Ok. Donc, et comme je dis, pour moi, la priorité, c'est la RDC. Je ne saurais suivre trop de lièvres à la fois parce que je risque de l'attraper au coin. Ok, ça c'est très bien. Alors, avançons un peu. Je voudrais aussi savoir, aujourd'hui, à part le fait que les pays qui adhèrent peuvent bénéficier du renforcement des capacités, peuvent bénéficier de la technologie que vous mettez à leur disposition, quoi d'autre encore, si la RDC devenait membre, pourrait tirer un profit? Au-delà, je dois vous dire que les bénéfices que nous donnons au pays sont marginaux comparés aux bénéfices que le pays lui-même va en tirer. Ah bon? Oui. La mission cathédrale d'un gouvernement, c'est le bien-être de sa population. Oui. Le bambou est un outil qui permet au gouvernement de pouvoir améliorer le bien-être de ses populations. Ça permet au gouvernement de créer des emplois pour ces personnes. Ça permet au gouvernement d'exporter des produits et de gagner des devises. Avec cette devise, importer d'autres outils que le pays n'en a pas. Ça permet au gouvernement de protéger son environnement tout en créant de la richesse. Donc, le bénéfice de renforcement des capacités d'INBAT, c'est un petit bénéfice par rapport à ce que le gouvernement lui-même va tirer de cette ressource. Donc le gouvernement peut exporter par exemple les bambous. Est-ce qu'il y a un marché déjà au niveau international? Excusez-moi, je n'ai pas commencé par là. Il y a un marché de 60 milliards de dollars au niveau international. Et les grands consommateurs du bambou, c'est l'Union européenne, c'est le Japon, c'est les États-Unis, c'est des pays développés avec un fort pouvoir d'achat. Ah bon? Oui, la Chine en elle seule, elle a capté 50% de ce marché. 30 milliards de dollars, elle fait 8 millions d'emplois directs. Wow. 8 millions d'emplois directs. Au Cameroun, si on atteint ce chiffre, ça veut dire qu'il n'y aura plus de chômage. Ça veut dire que tout le monde sera employé. Il n'y aura plus de chômage. Bon, donc regardez, les bambous peuvent carrément faire disparaître le chômage au Cameroun. Si nous atteignons 8 millions d'emplois dans le bambou. Ah voilà. Oui, il y a une condition. Il y a une condition. Et je pense que c'est réplicable ici. Okay. Il faut pouvoir faire comprendre aux gens qu'aujourd'hui, on peut utiliser le bambou pour construire, on peut utiliser le bambou pour faire l'ameublement, on peut utiliser le bambou pour faire le plafond, pour faire le plancher, on peut utiliser le bambou pour faire la pulpe à papier, pour faire le textile, pour faire le cuir-dent, pour faire le charbon. Moi, je serais content de voir tout ça. Malheureusement, quand je reçois les experts comme vous là sur mon plateau, moi j'appelle ça la littérature, hein, donc ils me relatent leur vie. Mais moi, j'aurais souhaité un jour qu'on me dise, voilà, ça c'est un tissu qui a été confectionné avec les bambous, ça c'est tel truc qu'on a confectionné. Moi, je suis un saint Thomas à un moment donné. Et vraiment, j'aime les gens comme vous. Je vous invite au Cameroun. Ouais. Au bureau, j'ai toutes ces choses. Super. Ou je vous invite en Chine, où nous avons notre siège. Et là-bas, vous pourrez voir tout ce que nous sommes en train de dire. Super. En tout cas, le jour où je serai au Cameroun, je viendrai dans votre bureau pour voir un peu tout ça. Comme ça, je serai content de revenir montrer à mes collègues, voilà, j'ai vu ça, et surtout... Je vais vous recevoir sur des chaises en bambou au Cameroun. Ah, ce serait génial d'ailleurs. Ah, c'est très bien. Alors, on parlait justement du marché au niveau international. Mais est-ce qu'au niveau du Cameroun, par exemple, y a-t-il déjà un marché? Parce qu'au Congo, il n'y a pas vraiment un marché du bambou.
et des rotins, c'est peut-être les artisanaux qui s'essayent un tout petit peu, mais est-ce qu'au niveau du Cameroun, il existe déjà un marché? Oui, il y a un marché qui est croissant. Ok. Quand vous allez dans les supermarchés, vous allez voir beaucoup de produits de bambou, des chaises, des tables, des tables à couper pour les femmes, des cure-dents et tout et tout. Donc le marché existe. Donc c'est des produits fabriqués localement? Non. Ok. Et c'est là où il y a un problème. La plupart sont importés. Ah, d'accord. Importés d'où? De la Chine. Donc l'idée donc est de pouvoir produire localement. Ok. Oui, l'idée de pouvoir produire localement. Mais est-ce qu'à ce niveau-là, vous travaillez avec les artisanaux du Cameroun ou encore les autres qui sont intéressés à inonder ces marchés? Oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous rappelez de l'unité de transformation de production que j'ai dit qu'on a conçue au Cameroun? Ouais. C'est pour ces artisans. C'est pour ces artisans. Ok. Donc, c'est pour leur donner accès à un atelier confortable avec toutes les machines qui permettent de faire des bonnes choses. Parce que ce qu'on a compris avec les Africains, c'est que nos artisans sont très inspirés. Ils sont même très forts. Mais ils souffrent du mauvais outillage. Ils souffrent du manque d'accompagnement. Et on a pensé qu'une manière d'adresser ce problème, donc, est de pouvoir mettre sur pied cette unité. Ce que nous avons fait. Donc, progressivement, si vous regardez la qualité du meuble qu'on faisait il y a cela 2 ans, et ce qu'on fait aujourd'hui, Une amélioration. il y a une amélioration significative. Significative. Aujourd'hui, dans mon bureau où j'ai l'opportunité de recevoir des très hautes personnalités, je leur reçois sur des chaises en bambou qui ont été faites justement par ces artisans. Donc vous comprenez que je suis suffisamment confiant de pouvoir mettre une autorité sur ce genre de meubles. Et un matériel comme celui-là, il peut prendre combien de temps pour se dégrader? Le bambou peut prendre 100 ans pour se dégrader. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'utilisation du bambou dépend du traitement. Quand le bambou est bien traité, vous n'avez pas de problème. Et donc, nous enseignons aussi à ces artisans les différentes techniques de traitement qui existent. Et cet enseignement, c'est vous-même qui les faites ou bien vous faites venir les experts d'ailleurs qui viennent former ceux qui sont intéressés au Cameroun? Je suis expert en bambou, mais je ne saurais tout faire. Donc, souvent, par exemple, je suis ici en RDC pour une mission importante. Est-ce que la formation doit s'arrêter au Cameroun? Non. Donc, il faudra bien que nous travaillions. Nous avons un réseau de 48 pays membres. Donc, nous avons des experts partout. On essaie seulement d'identifier qu'au Cameroun, on a besoin de telle langue, si c'est la langue française ou la langue anglaise, et que cet expert peut former en français, il vient pour former. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait le faire-faire. Ça veut dire qu'on forme les formateurs. L'idée, c'est que quand l'expert repart, que ceux qui ont été formés puissent former les autres. Justement, pour que l'expert n'a pas revenu 2 fois. Donc, ça, c'est une approche que nous mettons sur pied. Super. Alors, nous sommes en train de chuter déjà. Je voudrais tout de même vous demander, aujourd'hui, à part la RDC et le Tchad, parce que vous avez cité les 2 pays sur lesquels vous êtes en train de travailler, quels sont les autres pays qui sont déjà membres et avec qui vous travaillez? Nous travaillons, il y a le Cameroun qui est membre, il y a le Congo-Brazzaville en face qui est membre, il y a de toute l'Afrique ou l'Afrique centrale. Toute l'Afrique? De toute l'Afrique? Ou de toute l'Afrique, on va commencer par l'Afrique de l'Ouest. On a le Sénégal, on a le Libéria, on a la Sierra Leone, on a le Ghana, on a le Togo, on a le Bénin, on a le Nigeria, on a le Cameroun, on a la Centrafrique, on a le Congo, on a le Rwanda, le Burundi, l'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda, le Botswana et Madagascar. Donc, ce sont des membres déjà qui ont adhéré. Nous avons des activités. Oui. 20 membres en Afrique. Et on espère que, je crois que le 21e membre très probablement sera le Tchad, parce que lui, il a déjà manifesté de manière écrite. Et on espère que le 22e membre sera la RDC. Alors, il y a bientôt là la tenue d'un sommet sur la biodiversité. Ça va être la COP 15, je pense bien, sur la biodiversité. Est-ce que vous comptez aussi mener un lobby à ce niveau-là pour que les bambous soient réellement considérés comme une des biodiversités qui a son importance dans la lutte contre l'érosion de cette biodiversité? Oui, le bambou est un outil qui contribue à la biodiversité. Il y a beaucoup d'animaux qui ne sauraient survivre sans le bambou. Le premier exemple, c'est le panda. Il n'y a pas de bambou, il n'y a plus de panda. Et quand vous visitez, par exemple, le parc de Kigali, vous allez vous rendre compte que les gorilles de Kigali vivent dans le bambou, ils mangent du bambou. Dans le bambou contribue à la biodiversité, il y a beaucoup d'oiseaux qui ne restent que dans le bambou. Il y a même certains reptiles qui restent dans le bambou. En termes de lobbying, nous faisons le lobbying au plus haut niveau. INBA est observateur des Nations Unies. On a un statut d'observateur. Mais généralement, ce sont des discussions où
c'est ma hiérarchie qui participe. Le directeur général, son directeur général adjoint et d'autres directeurs qui nous représentent à ces assises. Je suis souvent convié, mais la plupart du temps, je préfère me concentrer sur le continent parce qu'il y a tellement à faire ici que je pense qu'on peut laisser les discussions à de la coupe à d'autres collègues. Okay. Et nous, on se concentre ici sur le continent. Super. Alors, je pense que ça va être mon avant-dernière question. C'est bien de savoir, parce que vous allez bientôt rentrer au Cameroun, oui. Vous allez partir, vous avez pris tous les contacts nécessaires, vous avez eu à vous entretenir avec les autorités. Est-ce qu'on peut penser aujourd'hui que dans quelques jours, la RDC peut adhérer à l'INBAR? Je dis qu'on peut penser, si je m'en tiens aux engagements des autorités, on peut penser que la RDC, dans quelques jours, aura une manifestation officielle d'intérêt. Okay. Mais maintenant, le processus d'adhésion, peut-être je peux l'expliquer. Nous sommes une organisation de traité. Ça veut dire qu'il faut une ratification. Mais il faudrait d'abord que le pays fasse une manifestation d'intérêt, un peu comme une demande. Okay. Quand nous recevons cette demande, nous la circulons dans tous les pays membres pour non-objection. Ces pays donc vont regarder, est-ce qu'il y a un pays qui, pour des raisons qu'on ne connaît pas, ne veut pas que la RDC devienne membre. Okay. C'est un peu la question qu'on pose. Exact. Généralement, il n'y a pas de souci. Après cela, donc, on informe dans la RDC que tous les autres pays souhaitent que vous rejoigniez. Et on a maintenant les outils de ratification. Ces outils de ratification, par rapport à votre constitution, doivent passer au Parlement. Exact. Donc je pense que le ministère sectoriel, soit le ministère de l'Environnement, soit le ministère de l'Agriculture, va faire face aux membres parlementaires et construire l'argument qu'il faudrait que nous signions, que nous ratifions cet accord pour que la RDC devienne membre. Donc, je sais que Madame la vice-première ministre m'a dit qu'il y a une assise en septembre. Je ne sais pas si ça sera possible. Si demain nous recevons la manifestation d'intérêt, c'est quoi que c'est encore dans les délais, sinon peut-être à la prochaine séance. Okay. Mais j'ai eu des promesses du gouvernement que voilà, dans le cadre, et il faut bien citer quelque chose, la RDC ne rejoint pas INBAR pour faire plaisir à INBAR. Non. La RDC rejoint INBAR parce que c'est dans son intérêt propre. Okay. Son intérêt est de créer de la richesse, ajouter de la valeur aux ressources naturelles. Et INBAR est un outil qui les permet d'atteindre cet objectif. Je l'espère. Oui, c'est vraiment pas pour nous, ouais. C'est pour elle-même. Okay. C'est pour le bien-être des Congolais. Donc je pense que peut-être à ma prochaine visite, je viendrai ici, pas comme quelqu'un qui vient discuter avec un pays qui devient membre, mais je visiterai plutôt un pays membre. Ça, c'est vraiment notre souhait, parce qu'on a quand même cette ressource qui est presque en divagation dans nos forêts, dans nos prairies, mais qui n'est pas considérée, qui n'est pas exploitée. Et bon, voilà, donc nous serons contents de voir que la RDC a adhéré à INBAR et bénéficie justement de tous ces avantages et ramène justement des dollars dont on a besoin pour se développer. Alors, Monsieur René Cam, pensez-vous qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée? Oui. Laquelle? Quelle est l'opportunité que c'est pour les investisseurs? Super. J'ai besoin de votre réponse. Comme je disais, un gouvernement n'est pas le moteur de l'économie. Ouais. Un gouvernement, c'est le régulateur de la société. Il faudra aujourd'hui que les investisseurs, soit nationaux, soit internationaux en RDC, identifient le bambou comme une opportunité d'investissement. Je vais vous dire quelque chose. Ma carte de visite que je vous ai remise est sur la pulpe de bambou. Okay. Au Brésil, la société de cimenterie nationale, on s'achète le ciment dans des papiers de bambou. En Jamaïque, on produit le charbon de bambou pour vendre aux États-Unis. En Chine, on produit le plancher de bambou pour vendre en Europe. On produit le cuir pour vendre dans tout le monde entier. Il y a des opportunités d'investissement. Il faudrait que les investisseurs soient futés, qu'ils puissent flair l'opportunité, qu'ils puissent ressentir l'opportunité et qu'ils se lancent. La population de la RDC, en lui seul, est un marché énorme. Ne parlons pas de l'accord de libre circulation qui a été signé par nos États dans l'Afrique. Ouais. Donc, pour moi, c'est un message pour les investisseurs. Soyez les pionniers,
comprenez l'opportunité. Si vous avez des doutes, approchez-nous, approchez le gouvernement et investissez. Parce que dans cet investissement, non seulement vous allez vous faire de l'argent, mais vous allez améliorer le bien-être des populations autour de vous. Alors, je vous dis merci pour avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et j'espère que prochainement, lorsque vous serez à Kinshasa, nous aurons encore le temps de discuter. Ou par contre, lorsque je serai à Yaoundé, on aura le temps de se voir et continuer ces échanges. Très bien. Dans tous les cas, je suis là depuis 2019. J'ai été là chaque année. Ah, et voilà. j'espère que l'année prochaine, je reviendrai. Vous êtes devenu un quinois. Très bien. J'attends juste mon passeport. C'est très bien ça. Merci. Alors, chers téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons justement un point final à cette édition. Je pense que vous avez eu assez d'informations sur les bambous et sur l'Organisation mondiale du bambou. Donc, vous avez été édifiés énormément et nous espérons que vos commentaires seront les bienvenus à travers nos différentes plateformes numériques. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.